Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui va traiter du thème de l'open source et on va le faire avec une vision plutôt pratique, un peu moins historique et théorique. Voilà, donc pour commencer, moi c'est Maël, donc mon nom de famille c'est Thomas. Je suis développeur depuis 8 ans maintenant, enfin développeur en tout cas, c'est ma profession depuis 8 ans. Et donc, je suis référent technique à la FabMob. Très rapidement, j'ai commencé à travailler dans une startup à Paris qui faisait de la visualisation de données. Et ensuite, j'ai rejoint les startups, mais par contre dans l'État cette fois-ci. Donc, on partage la méthode startup, mais c'est dans l'administration, donc un peu particulier. Voilà. Et donc, maintenant, je suis à la FabMob. Donc, comment créer un projet open source en partant de zéro? L'autre sujet sur lequel on va enchaîner, c'est comment rejoindre un projet open source et venir contribuer à cette communauté. On va ensuite évoquer quelques limites et finalement terminer sur la FabMob elle-même, qui est open source. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, pour commencer, je vais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée dans mon premier boulot, donc dans la startup dont je vous parlais. On faisait de la visualisation de données et pour faire ça, on a développé à côté une bibliothèque de visualisation de graphiques. Donc, je pense que vous savez à peu près ce que ça veut dire. C'est souvent utilisé par exemple dans les journaux, mais aussi dans les dashboards. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ici, vous voyez un graphique assez compliqué qui utilise quelque chose qui s'appelle HighChart, une librairie très connue pour le faire. Euh, et, et donc cette bibliothèque, elle n'était pas vraiment open source, donc on a développé un truc de notre côté. Et nous, les développeurs, on s'est dit, ben, c'est quand même cool ce qu'on fait. C'est pas forcément, ben, c'est pas exactement le cœur de notre business. Donc, est-ce qu'on pourrait l'ouvrir et ça permettrait peut-être d'avancer plus vite. Notre patron nous a dit oui, pas de souci. Sauf qu'un rachat est arrivé et dans une startup, quand il y a un rachat qui arrive, qui pointe le bout de son nez, en général, on gèle tout. Tout ce qui est propriété intellectuelle peut devenir intéressante pour les acheteurs. Donc moi, j'estime à peu près 50 000 euros d'argent qui a été gâché en salaire parce que cette bibliothèque de graphique assez évoluée, on ne l'a jamais réutilisée par la suite, on a changé complètement de domaine et elle est restée dormir dans un dépôt de code privé. Voilà, c'est dommage. Quelques concepts essentiels, si je rentre trop dans les sujets techniques, vraiment trop, n'hésitez pas à me poser des questions, mais sinon, vous pouvez aussi les poser dans la conversation. Donc, l'open source, pour moi, ça commence à partir du moment où quelqu'un publie un code informatique en ligne. Donc un code informatique, c'est une recette. C'est pas forcément un code qui fait tourner quelque chose. Ça peut aussi être du pseudocode. Ça peut être de la documentation. On y reviendra par la suite. Mais le principe de base, c'est qu'on publie quelque chose que les gens peuvent consulter. Et ensuite, il y a 1000 façons d'aller plus loin. Il y a 1000 façons de continuer ça. Euh, donc, une chose très importante, c'est que l'open source ne veut pas dire gratuit. Il ne faut pas faire cette confusion. Pour donner deux exemples, les logiciels open source peuvent être payants et c'est très souvent un bon moyen de se faire de l'argent en tant qu'entreprise. Et à côté de ça, les logiciels privés peuvent être gratuits. Un exemple très répandu en ce moment, c'est Slack. Slack a une version dégradée, gratuite, mais c'est absolument pas open source. Je pense qu'ils doivent publier quelques briques open source, mais leur cœur n'est absolument pas open source. Pour moi, dans l'open source, il y a deux mouvements. Le mouvement open source, donc le code ouvert, qui dit qu'on peut lire, modifier, vendre un code tant qu'on cite l'auteur. Donc il y a un copyright qui reste. Et ensuite, à côté, il y a le mouvement free software en anglais, donc code libre en français. C'est beaucoup moins ambigu en français parce que libre veut vraiment dire libre, alors que free en anglais a deux sens, gratuit et libre. Or, ce qui est voulu, c'est free. Donc on peut entendre le mot français en anglais, c'est marrant. Et donc là, le principe est différent. C'est la même chose, mais en plus, on doit reverser les modifications qu'on fait au logiciel. C'est-à-dire que le côté open source se diffuse. Donc moi, en tant qu'utilisateur d'un projet free software, je dois redonner mes modifications, donc, qui sont souvent des améliorations. Donc paradoxalement, en fait, on est moins libre
parce qu'on a cette contrainte de devoir diffuser le caractère open source et libre. Donc c'est assez paradoxal. On pourra revenir sur tout ça par la suite. Et donc dans tout ça, évidemment, il y a la question des licences qui vient fixer un cadre légal à ce qu'on fait. Je vous conseille un site de vulgarisation très intéressant qui s'appelle TLDR Legal. Donc TLDR, ça veut dire Too Long Didn't Read, en français, trop long pas lu. Je vous donne un exemple ici de licence très connue qui s'appelle la MIT, du nom de l'université de Boston aux États-Unis. Et donc c'est simple, en vert ce qu'on peut faire, en rouge ce qu'on ne peut pas faire, en bleu ce qu'on doit faire. Donc ça c'est une licence très permissive, elle n'impose presque rien, à part mettre le copyright, donc dire qui a fait les travaux initiaux, et inclure la licence. Pour aller plus loin sur l'historique, les définitions, je vous propose de regarder les liens que j'ai mis dans ce pad. Alors, il y a un lien que j'ai ajouté. Par la suite, je rafraîchis. C'est la thèse de Véronique, qui est aussi là, peut-être dans les participants, normalement. Donc, plutôt sur le business model et là, par les organisations. Donc, tout ça, c'est des ressources très intéressantes. Alors, j'ai un petit problème dans ma présentation. Je voulais vous montrer Yoda pour vous dire que une fois qu'on rentre dans l'open source en pratique, on peut avoir peur de rentrer dans un monde un peu obscur. L'objet de cette présentation, c'est notamment de démystifier ça et de bien se rendre compte qu'on n'a pas besoin forcément de savoir coder, d'être expert pour aborder tous ces sujets, participer et même contribuer. Donc, une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce projet dont j'ai entendu parler est open source? Et il y a une façon très très simple de le savoir, c'est de taper sur Google le nom du projet et GitHub. Et donc, il faut savoir aussi que le monde de l'open source se fait souvent en anglais. Ça dépend bien sûr de chaque organisation. Moi, j'aime beaucoup travailler en français, mais bon, il faut peser le pour et le contre entre bien se comprendre, parce que c'est quand même une langue, la langue dans laquelle on est plus à l'aise ici, et diffuser le savoir et puis récupérer de la contribution du monde anglophone ou du monde, par exemple, les autres pays européens avec qui notre langage en commun, c'est l'anglais. Donc, vous pouvez aussi chercher une description de quelque chose que vous avez en tête et rajouter GitHub, potentiellement library, qui veut dire bibliothèque, donc ça veut dire une brique, un projet, et vous trouverez aussi des résultats de cette façon. Pourquoi je vous parle de GitHub et pourquoi je l'utilise comme moyen de trouver des projets? C'est tout simplement parce que c'est la plateforme de code reine aujourd'hui. Donc, à part GitHub, il y a d'autres projets, mais GitHub est quand même la référence. Il y a 40 millions d'utilisateurs, 40 millions de projets, et ça augmente. GitHub, c'est très intéressant de se pencher sur l'histoire de GitHub, comment GitHub s'est imposé, c'est notamment, et comment GitHub a aidé le mouvement open source. À l'époque, pour mettre son code sur cette magnifique plateforme, il fallait payer si on voulait qu'il soit privé. Donc si on voulait si on était OK pour que notre code soit ouvert, alors le service était gratuit. Et donc ça a été une incitation super pour les gens qui se disaient par exemple, ah bah tiens, ce que je fais là, c'est uniquement un début de projet, j'ai un peu honte de le montrer. Mais bon, la contrainte de devoir payer fait que les gens ont publié beaucoup de projets et de lignes de code. Paradoxalement, GitHub est fermé. On pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un paradoxe. Le code de GitHub lui-même n'est pas ouvert. Et GitHub a été racheté par Microsoft très récemment, qui s'investit à fond dans l'open source. GitHub a un concurrent, c'est GitLab. Donc c'est voilà, une plateforme équivalente à GitHub. Je prends un exemple au hasard, Météo France va pas forcément mettre son code sur GitHub parce que c'est une grosse organisation, donc elle peut créer une instance GitLab et du coup il y aura une instance GitLab Météo France, par exemple code.meteofrance.fr. Comme ça, ils auront tout le contrôle sur leur support. On va maintenant enchaîner sur donc ce premier sujet qui est partir de zéro. Comment je lance un projet open source? Et on va prendre un exemple. Disons que je suis un peu fou. Je veux concurrencer Google Maps et je veux faire une version urbaine écolo. Je suis confiné, donc j'ai que ça à faire. Donc tous les soirs, pendant une semaine, je code. J'intègre la carte OpenStreetMap, qui est un des magnifiques projets open source avec beaucoup de contributeurs.
et un petit moteur de recherche, parce que quand même, il s'agit de concurrencer Google, donc soyons sérieux. J'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je vous rassure, ça, je ne l'ai pas fait en une semaine. C'est un projet réel, open source, qui est une réelle alternative à Google Maps, qui s'appelle Ben Maps. Euh, et ok, on va en reparler tout à l'heure de ce projet, si ça vous intéresse. Euh, et là, je me dis, bon, j'ai quelques fichiers sur un serveur, ça tourne, j'ai un site. La FabMob relaie mon projet parce que j'ai utilisé ce magnifique réseau pour le diffuser et un développeur me rejoint. Et heureusement, parce que chez Google, quand on regarde, ils sont entre 300 et 500 à développer Google Maps et les équivalents, enfin les produits à côté comme Google Earth. Donc c'est beaucoup et voilà, quand on lance un projet comme ça, quand on veut le faire vivre, il faut forcément essayer de trouver des contributeurs. Donc mon collègue vient en parallèle et veut intégrer un calculateur d'itinéraire. Il peut utiliser la brique open source Navicia, qui est une des références pour le faire, notamment en France. Donc comment on fait? Et c'est là qu'on retrouve quelque chose que vous avez sûrement vu, c'est le préfixe de GitHub et GitLab, c'est Git, et c'est l'outil qu'on utilise pour collaborer en général dans le monde du code. Donc Git nous permet de synchroniser ce qu'on fait. Et donc voilà comment ça se passe. En gros, je code, je modifie des choses, je veux publier ces changements pour les faire connaître et les faire marcher. Et là, Git me dit, attention, cette personne qui vient de te rejoindre, là, avec qui vous travaillez, a modifié les mêmes portions de code que vous. Donc il faut qu'on résolve ce conflit et Git va nous aider à le faire. Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça marche pas simplement comme la collaboration sur un pad ou sur un Google Doc qui est beaucoup plus fluide? C'est parce que travailler sur du code, c'est plus complexe avec beaucoup de fichiers, de lignes de code. Ça peut aller par milliers de fichiers de lignes de code dans un fichier et souvent ces lignes sont compliquées. La deuxième raison, c'est que c'est beaucoup plus critique. Quand on va modifier un titre dans un Google Doc, souvent, bah, l'implication derrière, c'est que si on a fait une erreur, ce titre peut être moins clair, mais c'est pas forcément très grave. Alors que sur un bout de code, potentiellement, une ligne peut faire tout planter. Donc, l'idée, c'est vraiment de valider ce qu'on fait, valider les modifications qu'on fait. Et ça passe par trois concepts qui sont intéressants à connaître. C'est que chaque modification qu'on fait, on va l'appeler commit. Donc, ça peut être, j'ai changé la taille d'une image sur mon site web. On peut aussi regrouper ces commits dans des branches. Donc une branche, en fait, c'est différentes versions du projet qui sont des versions de travail temporaire. On va développer un certain sujet sur une branche, un autre sur l'autre branche. Donc ça peut être redesign de la page d'accueil. Et à côté, j'aurai une autre branche qui sera, par exemple, brancher mon site à Google Maps, par exemple. Et on va regrouper tout ça dans des versions, dans des nouvelles versions, donc des releases en anglais. Et vous pouvez le voir, ça, par exemple, quand vous mettez à jour vos applis sur Android, vous verrez qu'il y a toujours des notes de version. Google l'a imposé très récemment. Donc, dans une version, on décrit ce qu'on a fait. Donc, pour résumer, il y a Git, c'est une UI assez austère, une UI, donc interface utilisateur austère. Ensuite, il y a, sur cette brique-là, il y a GitHub et il y a GitLab et il y a plein d'autres. Par exemple, Wikipédia, qui est un projet historique, utilise son propre gestionnaire de version, donc son propre équivalent de GitHub ou GitLab. Surtout, donc GitHub et GitLab ajoutent toutes ces fonctionnalités-là que vous voyez en vert normalement. Euh, pardon. Et donc, très rapidement, ces fonctionnalités, c'est un système de tickets très important, un des trucs centraux, qui permet aux gens de faire aux gens à la fois internes et externes de parler de problèmes qu'il y a ou de poser des questions. On a un explorateur de fichiers, voilà, comme ce que vous avez sur Windows ou sur votre plateforme ou sur Drive, peut-être un peu moins beau que Drive, mais qui permet de naviguer dans les fichiers qu'il y a dans le dépôt. Il y a un système de Kanban, donc on peut gérer des projets comme on le fait sur Trello. Il y a un wiki, il y a des systèmes de déploiement automatique. Ça, c'est très important, qui font qu'à chaque fois qu'on modifie par exemple, à chaque fois qu'on publie une version, il y a toute une chaîne de déploiement qui est lancée derrière. Mettre le site en ligne, mettre à jour le serveur, mettre à jour la base de données, etc.
Et ce sont aussi des réseaux sociaux, donc principalement GitHub, avec des profils utilisateurs, des gens qui se suivent, etc. Et un dépôt de code, ça réside à cette adresse-là. Donc github.com/l'organisation/le projet. Donc par exemple FabMob / un projet de la FabMob. Je regarde la conversation très rapidement. Hop, il y a des questions qui sont notées. Il y a quelque chose que je voulais évoquer qui est super important, c'est que développer sur GitHub ou sur GitLab un projet open source, ça implique souvent, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même la bonne pratique, de développer sur la place publique. C'est-à-dire que tout le monde voit ce qu'on fait et tout le monde peut participer. Donc on diffuse de la connaissance et on peut derrière récupérer de la connaissance. Euh, c'est très important de s'en rendre compte. Il peut y avoir à la fois une collaboration ouverte sur le code, mais aussi sur les questionnements, sur le design, sur les maquettes, sur les erreurs remontées, les bugs, etc. Donc voilà, une petite analogie, c'est un peu comme si un atelier de réparation vélo, plutôt que de faire ça dans l'arrière-boutique, en fait, le faisait dans la rue. Et voilà, ça arrive. Donc c'est assez intéressant, ça remet en question beaucoup de choses dans le fonctionnement. Les gens peuvent venir et discuter avec les réparateurs pour leur faire des remarques. Un autre exemple plus réel, celui-là, enfin plus proche du code, c'est la loi. Aujourd'hui, donc la loi, elle est toujours conçue de façon assez traditionnelle entre le gouvernement, le Parlement, le Sénat, etc. Ils itèrent sur des textes qui sont très complexes. Mais cela dit, la loi commence à faire son apparition sur GitHub. Donc la loi, elle est conçue traditionnellement, mais de plus en plus, son implémentation peut être faite en open source. Et pour ça, je vais vous montrer quelque chose vraiment dans l'actualité. Vous l'avez peut-être utilisé, c'est l'attestation Covid qui a été développée par le ministère de l'Intérieur. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est le code de cette application. Et donc, en plus d'être le code, c'est aussi des issues. Il y en a 29. Donc, les issues, c'est les tickets. Il y a en tout 80 issues. Donc, c'est des citoyens, c'est des développeurs, c'est les développeurs eux-mêmes du projet qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur. Et il y a 12 propositions de code en attente, donc qui attendent d'être validées par les gens qui ont le contrôle sur cette communauté. Donc, vous voyez, depuis que j'ai fait mes slides, en fait, ça a augmenté. On est passé de 40 tickets à 80. Donc, c'est intéressant de le constater. Je vous donne un autre exemple, c'est l'administration. L'administration, et donc c'est un projet sur lequel je travaillais avant, développe sur GitHub un nouveau langage de programmation qui a la particularité d'être en français et qui cible la lisibilité pour annoter la loi, pour justement rendre des portions de la loi calculables. Et donc ce qui est intéressant, c'est que depuis 6 mois maintenant, l'équipe travaille avec un chercheur de l'INRIA qui a trouvé ça super de pouvoir contribuer comme ça publiquement. Et donc c'est Denis ici. Et vous pouvez voir dans l'issue numéro 800, donc comme quoi on en a fait beaucoup, une discussion entière sur la formalisation de ce langage. Et comme vous le voyez, il y a, je sais pas, on va dire une vingtaine de pages à 4 de discussion. Tout le monde peut venir et discuter de tout ça. Et donc on a tagué ça comme une réflexion. Donc l'INRIA, c'est l'Institut national de la recherche en informatique. Un autre point super intéressant, c'est que GitHub peut être vu de plus en plus aussi comme, je reviens, comme un CV. Donc GitHub as a CV, j'ai mis ça pour provoquer un peu, comme un CV complémentaire, on va dire. Et pour vous montrer que ça marche, sur ce projet dont je vous parlais juste avant, j'ai recruté un collègue l'année dernière via ses contributions libres à notre code. Donc il nous a fait une proposition, 2 propositions même, elles étaient super pertinentes. Elles nous ont montré sa connaissance du sujet. On a pris un café et on l'a recruté la semaine d'après. Par exemple, voici mon profil GitHub. Voilà, Maël, je suis dans les organisations BetaGouv, FabMob, et ça c'est une organisation donc, pour un projet perso. Vous voyez mes projets, vous voyez ce que j'ai fait récemment. Tout ça, on peut y revenir tout à l'heure, ça peut poser des questions sur la vie privée. C'est des questions super intéressantes. On va passer à la deuxième partie maintenant. Comment rejoindre un projet existant? Donc, évidemment, on n'a pas tous envie de créer un projet de zéro, on n'a pas tous forcément le temps pour le faire. Donc,
souvent, quand on va entendre parler d'un projet existant, probablement open source, il y aura un site vitrine qui va expliquer, qui va faire une introduction, il y aura de la documentation. Mais n'oubliez pas que pour vraiment rentrer dans le concret, on peut aller voir le dépôt de code. Donc, on appelle ça aussi la forge en français. Certains appellent ça des forges. C'est un très beau mot pour parler de ça. Et je vais vous montrer ça en exemple sur un projet de la FabMob donc, qui s'appelle eMission, e-mission. Ça, c'est le serveur. Et donc, c'est un logiciel qui permet de tracer les utilisateurs qui sont volontaires, qui ont installé l'application sur leur téléphone, et de catégoriser automatiquement leur mode de transport pour aider les collectivités à améliorer cette offre de transport. Donc, c'est une application en cours de déploiement aujourd'hui à différents endroits. Et donc, quand vous arrivez sur cette page, si vous n'êtes pas habitué à GitHub, d'ailleurs, je voulais vous poser la question, qui d'entre vous connaît à peu près bien GitHub? Qui a déjà travaillé sur GitHub, même si c'est juste euh, aller voir quelques issues, etc. Quand vous arrivez sur cette page, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, vous vous dites sûrement, mais c'est oula, beaucoup d'informations, je suis un peu perdu. Et c'est normal, il y a vraiment beaucoup d'informations et il faut arriver à déceler la structure de cette information. Et justement, on va prendre quelques minutes pour en parler. Voilà, ça fait peut-être un peu peur. Donc, premier élément important, c'est que c'est bourré de documentation. La première chose que vous pouvez regarder, paradoxalement, elle est en bas. C'est le fichier README. Donc, en français, c'est lisez-moi, le titre est explicite. Et dans ce fichier, vous avez beaucoup de textes en général pour expliquer ce que fait ce projet. Donc souvent, ça part vite dans la technique, mais le début se veut normalement pas très technique. Et ici, on voit qu'ils ont plutôt bien fait le travail, il y a des graphiques, etc. Donc il y a une méthode d'installation, on peut estimer à quel point c'est facile de l'installer. Mais en tout cas, ils ont pensé à tout ça. Un autre élément, c'est le wiki. Alors ici, ils n'ont pas de wiki, donc je ne peux pas vous montrer, mais le wiki apparaît ici comme un onglet tout en haut. Finalement, le langage et la licence, si vous connaissez un peu les langages, vous pouvez les regarder ici. Ici, il y a beaucoup de langages assez classiques. La licence ici, c'est BSD. Donc, je crois que ça vient B comme Berkeley, une université en Californie. Donc, vous retrouvez un peu ce que je vous ai montré sur TLDR légal, le vert, ce qu'on peut faire, le rouge et le bleu. Donc, je crois que ça, c'est une licence assez permissive, similaire à celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Et donc, l'autre aspect qui pour moi est au moins aussi important, c'est de réussir à mesurer l'activité d'un projet, de réussir à se dire, voilà, est-ce que ça c'est actif, j'aurai des gens qui vont m'aider, ou est-ce que ce sera plutôt à moi d'investir du temps pour faire avancer ce projet? Et le premier élément qu'on peut regarder, c'est le nombre d'étoiles, donc tout en haut ici à droite, euh, qui est en fait comme un like sur un réseau social, sur une page Facebook, mais un peu plus significatif, parce que quand on like un projet, on s'engage quand même un peu à dire, ben moi, voilà, j'ai estimé que ce truc-là est super intéressant, qu'ils ont bien cerné le sujet, qu'ils ont une méthode intéressante pour le résoudre. Les forks, ici, juste à droite, tout en haut, donc une fork, c'est une fourchette, donc ça a une branche en bas, et ensuite ça se divise en plusieurs branches. Et c'est exactement ça le principe, c'est qu'on a une branche qui est ce que vous voyez là, et quand on n'est pas forcément satisfait ou qu'on a plein d'idées, on peut créer notre propre branche pour travailler tout seul ou avec d'autres personnes. Et par la suite, on va éventuellement, si on le veut, rejoindre la branche d'avant. Ici, on a 80, c'est super intéressant, ça veut dire qu'il y a 80 personnes qui ont voulu contribuer au moins. Euh, un élément super important aussi, c'est le dernier commit. Donc le commit, rappelez-vous, c'est une modification de code. Et là, le dernier commit, c'était il y a 9 heures, donc c'est un super indice euh, comme quoi le projet est en train d'être développé en ce moment. Et il s'avère même que Shankari, donc, qui est la développeuse principale du projet, elle est en Californie, je crois. Donc ça veut dire que ces 9 heures correspondent même peut-être au décalage horaire. Ici, dans l'onglet Contributors, vous pouvez voir le profil de contribution. Donc, vous pouvez voir en fait à la fois l'historique des contributions, c'est plutôt bien fait, et les gens qui y sont impliqués. Vous constatez donc ici que Shankari est vraiment la développeuse principale
et qu'ensuite on a une longue traîne de gens qui viennent aider de temps en temps et qui viennent résoudre des problèmes précis. Et vous pouvez voir ici, tout à la fin, un gros pic de contribution en 2020. Le projet est notamment relancé par le sujet Covid qui fait que cette application pourra peut-être être utile. Donc, ils travaillent en ce moment dessus. Voilà, donc en bref, un dépôt open source, c'est une mine d'or, même si on ne sait pas rentrer dans le code, même si on n'a pas la confiance pour aller vraiment contribuer au code. Un autre exemple d'un beau succès que je vais vous montrer très rapidement, c'est StreetMix. Donc c'est toujours dans le domaine de la mobilité. Hop, tac. Donc StreetMix, en bref, il y a une image. Voilà, ça c'est un fichier lisez-moi super bien fait qui explique ce que c'est. Ça permet de designer des rues. On va donner telle largeur au tram, telle largeur à la voiture, telle largeur au vélo. C'est d'actualité aujourd'hui, ça aussi. Et ce projet, donc c'est un succès. Il y a 430 personnes qui ont donné une étoile. Plein de gens qui travaillent dessus. Et une dernière contribution il y a 10 heures. Voilà, succès. Alors tous les liens que je mets, ils sont dans la présentation et vous pourrez même avoir accès à un pad un peu plus complexe, cette présentation par la suite. Voilà, donc d'autres liens pour aller plus loin. Je vous montre pas le dépôt Stop Covid du gouvernement qui vient d'être lancé et qui n'a rien dessus. Vous pouvez aller regarder, c'est un exemple de dépôt très peu fourni et pas très intéressant. À côté, on a React. C'est un énorme succès. Il y a 150 000 étoiles. C'est utilisé par 4 millions de personnes. Je vous laisse voir la responsabilité qui, qui incombe aux gens qui travaillent dessus. Et ça me permet de faire la transition vers les tests, un élément que la plupart des gens se considèrent comme essentiel pour le développement logiciel, mais aussi en fait beaucoup de choses d'ingénierie et plus encore. Donc pour vous introduire ce que c'est un test, il y a un exemple très connu et très marquant, je le trouve personnellement, qui a fait la une des médias. C'est le problème suivant: que doit faire une voiture autonome si elle doit décider de foncer entre un vélo ou piler en sachant très bien qu'il y a une voiture à 1 mètre derrière qui ne pourra pas l'éviter? Et là, le test permet justement de spécifier ce qu'on attend du logiciel qui va piloter cette voiture. Et ce qui est très intéressant ici de constater, c'est que même si le code est fermé, par exemple que Google, Tesla, Renault, tous les autres n'ont pas publié le code de la voiture, et ça c'est un débat en soi, on pourra spécifier des tests et s'assurer qu'ils sont respectés. Donc on peut faire un dépôt avec uniquement des tests, c'est possible. Donc je vous laisserai regarder si vous voulez en savoir plus sur ce dilemme macabre, comme ils l'appellent. Et pour terminer sur le sujet de l'open source, tout n'est évidemment pas rose, on peut en discuter par la suite. Pourquoi? Parce que l'open source est la collaboration, et la collaboration entre des personnes, entre des organisations qui souvent payent ces personnes et qui ont des intérêts, bien sûr. Donc ça peut mener à des petits drames. Je vous donne un exemple assez concret. Le pad sur lequel, le logiciel qui m'a permis de faire cette présentation, qui s'appelle CodeIMD, il existe en double, il a été séparé en deux. Maintenant, il y a 2 CodeIMD dans la nature. Les 2 communautés contribuent à ce logiciel. Ils vont probablement soit prendre leurs propres particularités chacun et apporter une valeur ajoutée différente, soit ils vont éventuellement, peut-être, s'ils s'arrangent, être refusionnés dans une même initiative commune. Et on peut être négatif en voyant ça, mais on peut aussi se dire, ben, moi, par rapport à moi en tant que personne, individu, moi en tant que organisation, décideur dans une organisation, euh, est-ce que j'y ai gagné quelque chose? Est-ce que la diffusion de connaissances m'a été bénéfique? Est-ce que je suis devenu une référence, en tout cas un peu plus que je l'étais avant, parce que j'ai publié ce code et donc les gens me reconnaissent comme une référence? J'ai pu recruter plus de gens. Est-ce que mon sujet a avancé pour moi? C'est-à-dire que je suis allé plus vite. Et moi, mon retour là-dessus, après beaucoup d'années dans l'open source, c'est qu'en général, la réponse est clairement oui. Après, ça, voilà, ça dépend de chacun. Euh, et une toute dernière anecdote sur ce sujet. Vous savez que pour créer un site web aujourd'hui, on utilise un langage qui s'appelle le JavaScript, il y a un monopole du langage JavaScript aujourd'hui. Euh, et grâce à l'open source, en fait, le monde du JavaScript, il bouge très vite. À tel point que des développeurs ont commencé à parler de la fatigue du JavaScript,
parce que tous les mois, il faut se taper un nouveau projet génial que quelqu'un a fait en open source. Et donc, ça devient compliqué de se fixer sur quelque chose. Donc, c'est un sentiment ambivalent qui permet de mettre en lumière le côté très, très rapide et très enrichissant de l'open source. Et voilà, pour terminer ma présentation, je voulais insister sur le fait que la fabrique elle-même, elle est ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on engage la collaboration avec plein d'organisations différentes, donc des entreprises, des associations, etc. Le but est de trouver une entente commune pour avancer plus vite, explorer des nouveaux sujets. Un élément dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, c'est le NodeWiki, qui est open source. Donc, il est construit sur un logiciel open source et c'est pas le bon lien, je vais le corriger. Et ce qu'il y a dedans est construit de manière collaborative et ouverte. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et dernier point, la fabrique elle-même, c'est un projet open source, c'est-à-dire qu'on conçoit la fabrique pour qu'elle soit réplicable. Voilà, c'est un niveau au-dessus. Elle a été répliquée au Québec, en Italie, c'est en cours, et il y a aussi la fabrique de l'énergie qui a été lancée. Il y en aura d'autres. L'idée, c'est de partager de la documentation, des outils en commun, du code pour résoudre les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre avec quelque chose d'existant, etc. Voilà, donc c'est fini. Et si tout ça vous a plu, j'espère, donc n'hésitez pas à le dire dans le chat ou pendant vos interventions après. On va passer dans un moment à un atelier encore plus pratique dans lequel on va vraiment évoquer le sujet de comment contribuer, pas forcément avec du code, hein, mais comment contribuer à un projet. Et voilà, faut déterminer lequel. Ça peut être fournir une documentation, ça peut être poser des questions, etc. Voilà, et je vous propose maintenant donc de passer aux questions et aux discussions. Bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu, il nous reste 15 minutes, donc je vous laisse la parole. Donc, première question, est-ce qu'il vaut mieux être sur GitHub ou est-ce qu'il faut être sur GitHub ou sur GitLab ou choisir l'un des deux? En fait, c'est une bonne question et j'aurais pas forcément beaucoup de facilité à vous répondre. On est vraiment dans le cas où il faut faire un choix en fonction de plusieurs critères. Alors, GitLab, c'est un cœur open source qui est fourni gratuitement et qui peut nous permettre d'aller très très loin. C'est aussi une offre payante à côté pour héberger GitLab chez vous. Et GitLab, c'est aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est aussi un réseau comme GitHub. Donc, on peut publier sur GitLab gratuitement. Si on veut vraiment publier si on veut vraiment rester dans le monde open source, GitLab, c'est une bonne solution. Il faut juste savoir que notre travail sera probablement moins visible parce que moins bien indexé par Google et moins accessible. Voilà. Si on est une organisation assez connue, ça peut être très intéressant d'être sur GitLab parce qu'on aura derrière l'audience suffisante pour faire connaître ces travaux. Alors, je prends une autre question. Comme CodeIMD séparé à cause d'un fork, alors moi, c'est la connaissance que j'ai du sujet. Donc aujourd'hui, il y a deux développements en parallèle de CodeIMD. Voilà, il y a deux CodeIMD. Nous, on utilise l'un des deux. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais en gros, si j'ai bien compris, CodeIMD version 1 est soutenu par l'organisation qui a lancé HackMD, donc le nom commercial. Et à côté, la communauté s'est saisie de CodeIMD et a voulu continuer sur son chemin, en fait, avec d'autres règles. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui existent avec des fonctionnalités qui commencent à se distinguer les unes des autres. Tout ce qui est sur GitHub en libre est réutilisable gratuitement sans droit d'auteur. Non, le droit d'auteur, à ma connaissance, il est présent sur la plupart des projets qui sont sur GitHub. Est-ce que tout ce qui est sur GitHub est libre? Alors, c'est une bonne question, mais donc GitHub a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets privés qu'on ne peut pas voir, pour les entreprises notamment. C'est grâce à ça que GitHub maintenant a pu rendre tout gratuit, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent des entreprises. Mais a priori, si vous voyez un dépôt sur GitHub, il aura une licence libre, libre d'une façon ou d'une autre. Et vous pourrez au moins consulter gratuitement ce qui a été affiché. Au pire, vous pourrez vous inspirer de ce qui a été fait. Euh,
peut-on transformer un outil classique déjà en ligne en outil open source? Ah ouais, tout à fait. Euh, En fait, ça consiste simplement à se mettre à ouvrir une ligne de commande dans le dossier sur lequel on a notre code source, de faire git init, donc ça veut dire initialiser un dépôt Git, et de faire git push, et ça permet de mettre les fichiers en ligne. Et en faisant ça, avec quelques clics en plus, on ouvre notre logiciel. Alors, évidemment, pour bien le faire, il faut mettre de la documentation. Il faut faire comme si on était quelqu'un qui n'y connaît rien et qui arrive sur le sujet. Donc, il faut expliquer comment ça marche, quels sont les technos utilisés, quels sont les problèmes qui sont résolus. Et ça demande évidemment aussi, ça c'est un aspect intéressant quand on développe en open source, on est obligé de séparer les mots de passe, par exemple, les clés secrètes du code, parce que forcément, on veut pas que ça introduise des failles de sécurité. Donc ça nous oblige à injecter ces choses secrètes au moment où on déploie l'application. Donc en fait, ça force des bonnes pratiques. Et quand on a quelque chose d'existant fermé, ça peut être un peu compliqué de revenir à quelque chose d'open source pour cette raison-là, parce que ça nous demande à faire un audit de sécurité. Mais c'est un exercice super intéressant, ça permet de trouver probablement des failles. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ces premières questions. N'hésitez pas à prendre la parole pour aller plus loin si j'ai pas répondu. Euh, Maëlle, est-ce que je peux poser une question? Ouais, bien sûr. Alors, à la fin, donc tu nous as présenté le CV qu'on pouvait avoir sur GitHub et on a parlé de la fabrique des mobilités. Et est-ce que tu pourrais nous faire le lien avec des projets qu'on a, notamment les badges numériques, qui pourraient être quelque chose d'ouvert et aussi aider sur le CV, première chose. Et deuxième chose, euh, sur aussi le format Wikimedia sur lequel on travaille sous la fabrique. Donc j'ai évoqué le fait que chaque personne sur GitHub a un profil plus ou moins fourni. Et en effet, ça permet aujourd'hui notamment de se rendre compte des compétences de chacun, de voir si quelqu'un, par exemple, est à l'aise avec le code dans un certain langage ou plutôt avec d'autres types de projets. Si quelqu'un se concentre plutôt sur l'aspect serveur, l'aspect client, donc plutôt web ou mobile. Et donc c'est vrai que c'est une forme de preuve de compétence. Et donc, en effet, la fabrique développe en ce moment. Donc, il y avait un webinaire en début de semaine sur ce sujet par Audric, qui est là d'ailleurs, je crois, pour présenter donc ce projet de la fabrique qui est en cours d'implémentation pour fournir des badges en fonction des compétences et permettre à la communauté de bien identifier qui peut être utile à qui. Et, et donc, une piste qu'on pourrait avoir, c'est de relier un badge qui, en effet, parlerait de tout ce qui est compétences à travailler à la fois dans l'open source et potentiellement dans le code. On pourrait le relier à ces badges. Mon micro, c'est très intéressant parce que Wikipédia donc, a été créé en 2001, donc il y a pas mal de temps maintenant. Et Wikipédia, en fait, c'est tout un monde différent. Donc, Wikipédia travaille, donc fait évoluer son code sur leur propre Git. Alors, il me semble que ça s'appelle Gerrit. Donc, quand je dis leur propre Git, pardon, c'est leur propre équivalent de GitHub, donc leur propre forge. GitHub est tellement important que Wikimedia fait un miroir sur GitHub, donc on peut suivre ce qu'ils font sur GitHub. Mais ce qui est très intéressant dans Wikimedia, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses sans coder. Donc ça veut dire qu'on peut modifier des pages, du contenu, tout simplement en cliquant sur modifier en haut à droite. Et on peut même modifier en fait l'affichage, le comportement de Wikimedia sans coder. Alors bien sûr, pour aller un peu plus loin, il faut rentrer dans le code, c'est du PHP et du JavaScript entre autres. Et donc nous, sur le wiki, on utilise ce système Wikimedia d'ailleurs, c'est un modèle totalement différent de ce que je vous ai décrit pour le code sur GitHub. La grosse différence, c'est que sur Wikimedia, tout le monde contribue, et si cette contribution n'est pas bonne, alors on va corriger, on va revenir en arrière. C'est ça le principe. Donc on est vraiment dans un enrichissement super fluide, euh, euh, fait, et puis voilà, on te pardonnera si c'est pas bien. Alors que sur GitHub, tout le monde peut participer, mais pour que ce soit visible par les autres, on appelle ça pousser en production, pour que ce soit en ligne, on va
valider ces changements. Il y a toujours une équipe qui va valider les changements. Donc à aucun moment sur un dépôt, on va permettre à tout le monde de, enfin si ça peut arriver, mais c'est plutôt rare, on va permettre à tout le monde de valider eux-mêmes leurs changements. Donc c'est une grosse différence. Et on retrouve par là en fait l'aspect collaboratif d'un Google Doc qui permet une collaboration plus fluide, mais sur des sujets un peu moins critiques. Moi, je connais pas après maintenant, mais donc le sujet de la consultation numérique en ligne, ça me fait penser notamment à la consultation qui a été lancée par 50 députés, si je me trompe pas. Euh, Ça doit être Le Monde d'après ou quelque chose comme ça. Et donc en effet, il y a plein de contributions super intéressantes qui sont mises en ligne. Et je sais que souvent ça se fait sous forme de pseudo. Donc en fonction des gens, certains gardent un pseudo, certains mettent leur vrai nom. Et donc ça pose la question, en effet, de est-ce qu'on veut euh, rendre public toutes ces contributions. Et Gabriel, dans le chat, semble indiquer que partage un lien qui semble indiquer qu'en effet, il y aura un partage, je pense, anonyme des contributions. Et c'est vrai que c'est pas forcément important de savoir qui a fait ces contributions. La première étape d'anonymisation, ça peut être de transformer le nom d'un utilisateur en un ID. Ça permet de suivre la cohérence de chacune de ces interventions. Et c'est déjà pas mal en fait, ça permet de faire des analyses, ça permet de classifier les thèmes dont on a parlé, voir ce qui intéresse les gens, ce qui crée du débat. Donc ouais, c'est une perspective très intéressante. Une question d'Alexandre, quels sont les pièges ou les faiblesses de l'open source? C'est une vaste question. Je ne sais pas si je pourrais y répondre comme ça en quelques minutes. J'ai évoqué quelques faiblesses à la fin. C'est donc ce sujet de la collaboration, c'est pas forcément facile. Il y a des intérêts croisés qui sont. Enfin voilà, faut le savoir, faut bien l'identifier, faut réussir à revenir sur nos décisions, à prendre du recul. Moi, j'ai été par exemple dans un projet qui s'appelle Open Fisca, qui traitait justement de coder la loi. Il y a eu quelques remous, on n'était pas d'accord sur tout. Et finalement, moi, j'ai pris la décision de repartir de zéro et repartir de mon côté pour faire ce que j'avais en tête. Ça s'est très bien passé. Donc, maintenant, il y a deux offres complémentaires au lieu d'en avoir une. Donc pendant un moment, c'était compliqué et ça s'est résolu.